le système que vous prônez, hein, que vous décrivez très bien dans votre chapitre, c'est la décroissance éco-socialiste, et vous dites qu'elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la révolution culturelle de l'objection de croissance opposée au productivisme. Alors, selon vous, cette révolution est-elle déjà en marche? Mais est-ce que c'est quelque chose à faire, à démarrer? Elle est en marche, mais elle reste encore minoritaire. C'est-à-dire, en gros, changer l'imaginaire, la dimension culturelle, le pouvoir des idées. Aujourd'hui, c'est la pensée unique, c'est le capitalisme libéral, c'est consommer plus pour gagner plus, pour... voilà, mais du coup, ça va être, ça c'est ce qu'ils disent pas, mais du coup, stresser plus et polluer plus. Donc l'idée, c'est de changer ce modèle, mais c'est quand même ce modèle qui est en cours dans la Est-ce que c'est bien parti? Est-ce que c'est bien en marche ou Non, c'est très lent. Ça patine. C'est beaucoup trop lent, surtout par rapport aux capacités de la Terre, aussi bien climatiques que des ressources. Et donc, à mon avis, c'est surtout la Terre qui va, la limite des ressources qui va nous obliger à aller dans cette direction. Donc, les migrants, ils viennent pour des raisons économiques, mais ils viennent déjà parce que c'est les premiers signes annonciateurs de la limitation des ressources. Par exemple, la guerre en Syrie a commencé par une sécheresse. Alors, le deuxième pilier, c'est l'autogestion de la production collective des moyens de production, on en a parlé, par opposition à la propriété privée des moyens de production du capitalisme. Alors, ce système concerne-t-il toutes les entreprises? Voulez-vous que ce système concerne toutes les entreprises? Comment juridiquement passer d'un système où on a la propriété privée des moyens de production à un système où on aurait la propriété collective des moyens de production? Est-ce que vous avez une idée du passage juridique possible de l'un à l'autre? Des pistes simplement. Oui, des pistes. Disons que le seul cas où je pense que la propriété privée des moyens de production peut être admise, c'est celle du travailleur indépendant. Justement, en l'occurrence, il s'exploite lui-même. Très souvent, c'est encore le cas. Donc on va pas du coup, c'est pas un problème. Mais par contre, dès qu'il y a une situation de salariat avec un propriétaire des moyens de production et quelqu'un qui ne l'est pas, eh bien, il y a une situation de domination. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Et même quand certains parlent des mutuelles ou des coopératives bancaires ou des coopératives de consommation, on a aussi, c'est déjà moins pire, mais il y a quand même malgré tout les propriétaires qui sont des usagers qui décident sur les salariés, qui n'ont pas leur mot à dire. Dans les banques coopératives, même dans la nef, qui est souvent évoquée, c'est quand même cette situation-là. Excusez-moi de vous interrompre, mais juridiquement, comment on passe? Alors, on a une petite PME de 50 personnes, avec les moyens de production, propriété du patron ou du conseil d'administration, du groupe des associés. Comment est-ce qu'on passe à la propriété collective? Juridiquement, là, du coup, ça peut être... il y a plusieurs façons d'envisager les choses, mais on va dire la façon réformatrice d'un système comme ça. Bon, déjà, faudrait déjà qu'il y ait une majorité des citoyens qui votent pour un système comme ça. Premier élément. Ça, c'est oui, mais il faut déjà que les gens le votent, parce qu'il ne suffit pas de le décider. Donc une fois que la majorité des citoyens ont voté, c'est déjà une chose. Une fois qu'ils ont voté, il faut le mettre en pratique. Donc effectivement, on sera dans une situation où il y aura des propriétaires riches avec des salariés pauvres. Et donc une première possibilité qui peut se faire, c'est de dire que du coup, le transfert, la propriété devient collective et qu'il y ait progressivement l'entreprise rembourse l'ancien patron qui devient de fait un salarié à égalité, comme c'est dans les coopératives aujourd'hui, les SCOP aujourd'hui, tout le monde a un travailleur égal. Donc il y aurait une indemnisation obligatoire. Alors, ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, plus radicale, ça sera décidé collectivement, on considère que, surtout dans les grandes multinationales, c'est vrai que dans les petites entreprises c'est un peu différent, on considère que en tout cas pour les multinationales, c'est un peu différent, c'est que vu les profits qui ont été faits depuis depuis des dizaines d'années, voire depuis que le capitalisme existe, on peut considérer qu'il y a déjà une telle exploitation, un tel vol des richesses entre capital et travail, que si on remet tout à plat et en gros la propriété des actionnaires disparaît, ils deviennent comme tout le monde à égalité, à ce moment-là on aura remis les choses à plat. Concrètement, pour les petites boîtes, on indemnise, pour les grosses boîtes, on exproprie. Ça peut être une piste. Ça peut être une piste comme ça. Que tout le monde comprenne. De toute façon, dans tous les cas, il faut toujours que, malgré tout, à la fin de l'histoire, que les écarts de richesse et de patrimoine soient limités. Parce que même si on avait des salaires égaux, mais qu'il y a des énormes différences de patrimoine, à nouveau, il y a des écarts. Donc il faut éviter les trop grands écarts et de patrimoine et de revenus. Si on redistribue, je suppose que ce serait de façon égalitaire, non? Oui, bien sûr, mais si par exemple je prenais l'exemple de quelqu'un qui
qui est du coup exproprié de son entreprise, un petit patron qui a qu'un salarié. Et si on lui redonne l'intégralité de la richesse de l'entreprise, et qu'il se retrouve avec, je sais pas, 30 ou 40 fois le patrimoine d'un autre, ça pose un problème. Donc donc c'est quand même un écart. C'est pas indemnisation. C'est indemnisation dans la limite de, je sais pas, par exemple de 1 à 10 ou de 1 à 5 en patrimoine et en revenu. D'accord. Il faut des limites. Ok. À tout. Alors, troisième pilier, c'est la démocratisation. On revient sur la démocratie, de l'économie et du politique, du plan local au plan international. Alors, sans parler du plan international, qui est peut-être un peu compliqué, quels sont les dispositifs politiques à modifier ou à instaurer pour mettre en œuvre cette démocratisation qui est votre troisième pilier? Donc pour démocratiser l'économie... Et le politique, vous dites? Non, mais pour démocratiser l'économie, il faut... Enfin, pour démocratiser la politique, donc le gouvernement, la gouvernance, il faut démocratiser en même temps l'économie. Puisqu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui dirige le monde? Ça, c'est une analyse marxiste en l'occurrence, c'est essentiellement les infrastructures économiques. Et ce que je disais tout à l'heure, pour revenir, donc du coup, les rapports sociaux de production fondés sur la propriété. Donc ça, j'ai déjà évoqué. Et on voit que les multinationales, dans un système capitaliste, influencent les grandes décisions politiques en menaçant par exemple de délocaliser, de fermer les entreprises. Et dans un système, s'il y avait un système socialiste communiste, ce serait la même chose. Ce serait toujours les grandes entreprises qui pourraient, ou les dirigeants des grandes entreprises qui pourraient le menacer. Simplement, c'est que quand on n'est pas propriétaire de son entreprise, on a quand même nettement moins d'intérêt d'aller tordre les règles et autres. Donc il faut que ces entreprises, plus elles sont grosses, plus elles doivent être sous la coupe d'un gouvernement fédéral ou d'un État, pour ceux qui préfèrent l'État, mais un gouvernement fédéral démocratique. Ouais. Donc du coup sous une propriété publique. C'est comme la SNCF ou l'éducation nationale. Qui ne sont pas assez démocratiques, mais enfin en tout cas qui sont au moins pas aux mains d'intérêts privés. Voilà. Le dispositif politique qu'il faudrait mettre en œuvre, le plus intéressant, c'est justement, donc le cadre général c'est une fédération, mais pour trancher tous les débats, justement, c'est fondé sur des référendums d'initiative populaire, des référendums d'initiative citoyenne, et il faut utiliser beaucoup plus justement la démocratie directe, ça à mon avis qui est l'élément démocratique qui manque réellement aujourd'hui et qui permet de trancher les différents débats. D'accord. Alors le quatrième et dernier pilier, c'est la régulation de l'économie de marché. Qui dit régulation dit planification, qui dit planification, s'il est mal intentionné, peut dire despotisme, etc. Donc ce quatrième pilier, alors il s'articule autour de trois grandes idées. C'est la première idée, la liberté d'initiative des producteurs et des consommateurs perdure à côté de l'existence d'un marché éco-socialiste fortement régulé. Donc si je comprends bien, il y a un marché régulé, éco-socialiste, dont vous avez commencé à décrire les contours, et puis il y a une liberté d'initiative des producteurs et consommateurs. Est-ce que cette liberté, elle est totale ou est-ce qu'elle est régulée aussi? Ouais. En fait, il y a un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, plus encore dans les 30 glorieuses, mais en Europe, il y a toujours un double système, un système planifié et un système d'un marché régulé. Donc le marché il est quand même d'abord libre, mais il y a une partie la régulation se fait par les incitations, par les subventions, par des taxes, ou bien des taxes qui viennent freiner, ou bien des incitations, des subventions qui peuvent orienter. C'est ce qui se fait, ce que je disais tout à l'heure, l'exemple de la politique agricole commune qui se fait pendant une trentaine ou une cinquantaine d'années. Et donc, mais la partie planifiée, elle est décidée, c'est là qu'il faut démocratiser cette planification. Elle ne doit pas venir justement que d'en haut par des bureaucrates, elle doit être le plus possible. Donc il y a certains modèles qui ont été mis en œuvre, notamment le modèle du Parecon, qui consiste en fait, par Albert, qui consiste à essayer le plus possible de faire une démocratie, cette fois-ci participative, avec où les citoyens, les associations viennent pour réfléchir ensemble à combien on doit produire, à quel niveau des prix doivent se mettre. Et donc juste pour terminer par rapport à ça, du coup c'est une combinaison, aussi bien pour l'économie que pour le politique, de trois systèmes. D'un système de démocratie représentative, classique comme il y a aujourd'hui, parce que c'est difficile quand même de complètement l'évacuer, surtout dans des urgences, etc. De démocratie directe, et aussi de démocratie participative,
mais chacun des trois systèmes a des avantages et des inconvénients. Oui, et la question portait sur la liberté d'initiative des producteurs à l'intérieur de ce système régulé. C'était cette liberté, est-ce qu'elle est totale ou partielle ou on pourrait dire elle est totale, mais avec des incitations. Donc je prends l'exemple concret par exemple des agriculteurs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand même, si par exemple ils produisent bio, si on prend l'exemple là de produire bio, eh ben, aujourd'hui ils ont des subventions, à mon avis elles devraient être plus importantes, mais enfin voilà, pour les inciter plus. Et puis ils peuvent éventuellement polluer, enfin il y a des choses comme le glyphosate qui peuvent être complètement interdits, mais par exemple ceux qui veulent aller doucement vers le bio, ça pourrait être de mettre des grosses taxes à ceux qui ne sont pas bio. Voilà, bon après c'est à chacun de décider ça, mais c'est vraiment pour voir un exemple concret. Il y a des choses comme le glyphosate qui ne peuvent pas être fondées sur l'incitation, mais sur l'interdiction par contre. Ouais. D'accord, donc la liberté d'initiative des producteurs. Deuxième point, c'est toujours dans le cadre de la régulation, c'est toujours la redistribution des richesses. Alors, certaines coopératives, on peut imaginer que certaines coopératives, c'est plus compétitives que d'autres, peuvent s'enrichir beaucoup plus que d'autres. Donc l'éco-socialisme autogestionnaire vise justement à éviter cette dérive. Alors comment est-ce que vous évitez la dérive que certaines coopératives vont gagner beaucoup d'argent et que d'autres coopératives vont peut-être même en perdre? En fait, là du coup j'ai observé ce qui s'est passé par le passé, dans le système yougoslave, c'est qu'ils ont essayé plusieurs systèmes. D'abord ils ont développé beaucoup de coopératives, et ils ont d'abord essayé de fonctionner par la planification, comme faisaient les soviétiques. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas, c'était trop rigide, c'était pas adapté à la réalité, aux besoins et des consommateurs et des producteurs. Donc ils ont essayé un autre système pendant plusieurs années, ils ont tout libéralisé, ils ont laissé les coopératives entre elles. Donc c'était une autogestion libérale. Et à ce moment-là, ça a créé une guerre entre les coopératives, et les plus grosses ont dévoré ou anéanti les plus petites. Ils se sont rendus compte que ça n'allait pas non plus. Donc après, ils ont, pendant un certain nombre d'années aussi, fait un système d'autogestion, on va dire régulé ou socialiste, qui consistait justement à laisser de la liberté à ces coopératives, mais à les réguler avec des lois, avec des incitations, avec des subventions, comme j'expliquais pour l'agriculture. Alors, troisième point, toujours dans l'aspect régulation, le fameux encadrement des revenus, avec le revenu minimum. On comprend bien le revenu minimum, hein, si on ne gagne pas assez, on nous donne de l'argent. Par contre, le revenu maximum. Revenu maximum, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain revenu, on prend tout. Est-ce que c'est ça? Comment ça marche, le revenu maximum, dans le cadre de cette régulation? Alors, l'idée, c'est effectivement un revenu minimum, pas forcément un revenu inconditionnel d'existence, comme certains veulent proposer, puisque dans ce système-là, justement, l'idée, c'est de redistribuer les richesses et le travail, pour que chacun puisse à la fois se réaliser dans son activité, et en même temps pas rester sur un fauteuil et puis laisser les autres faire les boulots désagréables, pour qu'on partage aussi les boulots désagréables. Ça c'est déjà ça. Et donc en ce sens-là, il y a une certaine forme d'incompatibilité avec le revenu d'existence inconditionnel. Moi je suis pas contre ce revenu inconditionnel, dans la mesure où si jamais le système fonctionne mal, ça peut permettre d'éviter aux gens de mourir de faim, en tout cas. Mais sinon, c'est à mon avis pas une bonne piste. Et ça c'est pour le revenu minimum. Pour ce qui est du revenu maximum, si par exemple on mettait, je sais pas, même à 1500 €, à peu près un peu au-dessus du SMIC, le revenu minimum, si on met, admettons, par exemple, un revenu maximum à x4 ou x5, ça fait quand même déjà 4 fois 1500, on arrive à 4000, à 6000 €. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui vivent avec 6000 € par individu. Et donc si on arrive à un revenu comme ça, déjà c'est déjà pas compatible avec l'empreinte écologique, il faut quand même avoir conscience. Hein. Et des calculs qui ont été faits justement, dans le livre on a essayé de réfléchir à différents calculs, notamment le chapitre de Vincent Bruyère qui travaille là-dessus, et on s'est rendu compte qu'un revenu plus ou moins compatible avec l'empreinte écologique dépasse pas autour des 800 €, même en dessous, hein, c'est même plutôt 600. Et donc, bon, si on était à 6000 €, ça fait déjà x10, donc c'est déjà écologiquement insoutenable. Enfin bon. Donc ça fait déjà 4 fois 1500 €. Si on mettait le minimum à 1500, et à 4 fois. Bon, ça paraît très communiste, très socialiste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'était jusqu'à 6 fois pendant un certain temps. Mais bon, voilà, on peut décider qu'au-dessus de cette somme, on décide de stopper, on ne peut pas gagner plus, et puis ça c'est pour le revenu.
Et après, idem pour les patrimoines, il faut à un moment donné pouvoir limiter le patrimoine individuel. Et alors, après, il y a le patrimoine des entreprises, qui peut grossir aussi. Et l'idée générale, c'est que si le patrimoine des entreprises grossit trop, et ben, pour éviter, il y a deux solutions. Soit la coopérative est scindée en plusieurs petites coopératives, donc elle retrouve moins de puissance et puis aussi plus de liberté. Parce que plus c'est gros, moins il y a de démocratie. Ou alors on décide, par exemple, pour fabriquer des trains, c'est difficile de couper une entreprise en petits morceaux. Et à ce moment-là, bah, elle devient publique. Avec les avantages, les inconvénients du public aussi. Donc, en l'occurrence de... Alors, si je comprends bien l'idée du revenu maximum, c'est que pour un travailleur indépendant qui génère lui-même son revenu, à partir du moment où il a un revenu maximum, évidemment, il ne va pas travailler pour qu'on lui prenne son revenu. Donc, il va se limiter. Donc là, effectivement, on a une réduction d'activité par le travailleur. Maintenant, pour ce qui concerne les revenus salariés, c'est donc une interdiction pour un employeur de verser un salaire au-delà d'un certain montant. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça l'idée. Hein. D'accord. Et pourquoi limiter la production et des gens, c'est qu'à au bout d'un moment, quand on produit, Ah, mais c'est quand on produit trop, et voilà, mais c'est que surtout c'est qu'il y a un impact écologique, mais aussi que si on travaille beaucoup que pour soi, et qu'on fait plus que 35 ou 40 heures, l'inconvénient c'est que c'est pas un problème quand tout le monde a du travail, donc on peut à ce moment-là monter, mais tant que tout le monde n'a pas du boulot, il faut aussi laisser de la place pour tout le monde. Donc l'idée c'est tant qu'il y a des chômeurs, diminuer les heures de travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs. Et après, oui, alors, voilà. bon, si je peux me permettre, là, il y a un paradoxe entre la limitation, vous dites la liberté d'initiative des producteurs. Le producteur n'a pas la liberté totale, puisqu'il ne peut pas travailler au-delà d'un certain volume d'activité, parce que sinon il gagnerait trop. C'est pour ça que c'est un marché régulé. C'est une liberté régulée. Donc elle est régulée. C'est un peu un oxymore, une liberté régulée. Hein. Oui, mais de toute façon, c'est un peu le principe. Les sociétés et les groupes font toujours fonctionner sur trois grands principes qui sont l'ordre contre la liberté et la liberté contre l'égalité. Donc c'est trois principes complémentaires, mais qui sont malgré tout antagonistes, et il faut pouvoir trouver un équilibre entre ces trois conflits. C'est bien une liberté régulée. C'est comme la légalité, elle n'est pas, c'est une libre l'égalité. Enfin, c'est trouver un compromis entre liberté et égalité. Donc entre une égale liberté, mais donc de fait, la liberté se retrouve... D'accord. Non, c'était pour bien préciser que c'était une liberté quand même régulée. Bien, mais écoutez, est-ce que vous voulez conclure sur un petit résumé ou une synthèse de votre chapitre? En fait, l'idée, c'est ça, c'est l'idée de la décroissance éco-socialiste, c'est fondé sur ce que j'ai déjà évoqué, mais je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est qu'il y a 4 grands chantiers à mettre en œuvre, et souvent on en met en œuvre souvent qu'un ou deux, et que la vision doit être globale. Ça ne doit pas être uniquement écologique, comme le premier pilier qui est une révolution, en fait, on va dire culturelle et écologique en l'occurrence, autour des ressources, mais c'est pas juste un changement dans les consciences et juste un changement écologique, ça doit aussi être un changement dans le capitalisme, parce que le capitalisme continue, c'est le deuxième pilier, dans la propriété collective, donc il faut transformer le système, mais passer d'un système capitaliste à un système éco-socialiste autogestionnaire. Donc c'est ça le deuxième pilier, il doit être économique. Le troisième pilier, c'est démocratique. C'est que s'il n'y a pas la démocratie, de toute façon, il y aura toujours une sorte d'oligarchie ou des fois des formes de dictature, voire un écofascisme qui sera plutôt nuisible pour le long terme. Et de toute façon, ça ne permettra pas de passer à ce système-là. Et le quatrième pilier, c'est la question de la régulation de l'économie. On continue d'avoir un marché et une certaine liberté, mais en la régulant à travers les revenus, la redistribution des richesses et la protection des biens communs. Donc ces 4 piliers qui sont à mon avis indispensables pour aller vers cet écosocialisme autogestionnaire, cette forme de décroissance, qui d'ailleurs, la décroissance, ce que je peut-être pas expliqué aussi ça, c'est que c'est une phase transitoire. On ne peut pas décroître à l'infini, sinon à la fin il n'y a plus rien. Donc on décroît pour arriver à un socle de satisfaction des besoins essentiels, et à ce moment-là, une fois qu'on a atteint ce socle, eh bien, on peut continuer à fonctionner. Voilà. Thierry, merci. Je vous remercie.